Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Et bonjour à tous les amis, salut à tous mes petits ruralistes et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du wargame à l'ancienne. Un podcast dont le rythme de parution est quelque peu aérien ces derniers temps. Ça ne vous aura pas échappé, mais je suis très occupé. Évidemment, le karma frappe toujours à notre porte et dans la foulée de mon épisode sur le Dark Age, eh bien, il s'est passé beaucoup de trucs dans ma vie. C'est un vrai bordel. C'est un vrai chantier. Bref, encore un petit coup du karma et dans tout ça, eh bien, le podcast ne peut que passer au second plan parce que j'ai beaucoup d'autres urgences à régler. Parmi ces urgences, il y a pas mal de trucs qui concernent également mes activités dans le hobby. Donc vous serez au courant à l'heure venue. Pour l'instant, restons un petit peu secrets. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une petite offre commerciale que nous avait offert Warhammer il y a quelques années. Nous allons parler de Warhammer Plus. Warhammer Plus, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est un banger? Est-ce que c'est de la merde? Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on peut s'y intéresser un petit peu? On va voir tout ça ensemble en décortiquant quelque part ce qui compose cette offre d'abonnement assez inédite. Donc commençons déjà par le slogan qui à l'époque m'avait beaucoup fait rire. Le slogan de Warhammer Plus, c'est More Warhammer, More Often, c'est-à-dire plus de Warhammer, plus souvent. Les gars, lâchez-nous un peu la grappe. Parfois le hobby, moi c'est 10 heures par jour, donc si tu veux... plus de volume, plus de quantité, encore plus souvent tout le temps. Oh oui, Warhammer Plus, prends-moi. Je veux que dans mes journées, il ne me reste que le temps pour dormir. Je veux du Warhammer tout le temps. Bref, More Warhammer, More Often, je trouve qu'ils sont un peu à côté de la plaque, tant le truc est déjà prenant à la base. Bon, déjà, le premier contact avec l'offre, ça a été quoi? Eh bien, ça a été une figurine. Et évidemment, d'emblée, Warhammer nous prend par les sentiments, pour ne pas dire Warhammer nous prend par les couilles. Car, évidemment, nous autres figurinistes, quand on nous dit « Haha, si tu t'abonnes, t'as ça !» Là, tu vois, d'office, en fait, le débat existe au sein de nous-mêmes. On va se poser la question, est-ce que je veux cette figurine? Est-ce que j'en ai besoin? Évidemment, la réponse sera toujours non. Mais d'emblée, l'offre commerciale commence comme ça. Si tu veux ça, il faut t'abonner. Et en nous tous règne un peu ce petit débat intérieur. Alors, concernant l'offre en figurine, il y a eu franchement à boire et à manger. On a vu un peu de tout défiler. Donc ça avait commencé assez fort avec par exemple ce mini diorama qui impliquait un assassin Vindicar au sein d'un décor tout à fait stylé. Là d'office tu te dis ah ouais putain, là on est quand même sur une belle pièce, quelque chose d'inédit, quelque chose qui va être kiffant à peindre. C'était pas négligeable quand même quoi tout ça. Donc dans ce lot de figurines qui nous avait été proposé, il y a quand même eu des beaux petits lots comme cette espèce de seigneur de guerre World Eater en armure Terminator qui était une référence à une ancienne illustration de toute beauté. Récemment, on a eu également un petit inquisiteur avec son petit assistant robotique aux allures de xénomorphe qui était vraiment super. Mais au milieu de tout ça, il y a eu également des trucs pas si ouf. Il y a eu un Kazurkin, ok. Un Kazurkin, donc déjà c'est pas jouable en l'état. Je sais pas s'il y a moyen d'en faire un lieutenant, quelque chose comme ça. Il y a eu une petite vampire également, il y a eu un petit seigneur de guerre Orc. Bref, il y a eu un petit peu de tout et tout n'était pas si mémorable que ça dans sa deuxième année si mes souvenirs sont bons. L'offre en figurine à l'époque ne m'avait pas fait abonner pour autant. Donc naturellement, pour les besoins de cette émission, eh bien je me suis abonné. À vrai dire, ça fait un petit bout de temps. C'était à la
ça devait être en septembre dernier, il me semble. Bon, bref, quand ils avaient annoncé la nouvelle offre, et dans cette nouvelle offre, il y avait un inquisiteur que j'avais trouvé de toute beauté. Donc là, allez, je me suis dit, ok, let's go, je m'abonne. J'ai ma petite figurine d'inquisiteur qui ne me servira jamais, bien entendu, mais que je vais adorer peindre un de ces jours. Et puis c'est parti. Donc depuis ces derniers mois, eh bien j'ai pas mal en fait parcouru l'offre Warhammer Plus par curiosité, et puis également pour les besoins d'une petite émission review que voilà. Donc voilà, déjà la figurine, bon voilà, chacun en pensera ce qu'il veut, mais néanmoins l'abonnement Warhammer Plus, d'emblée on y réfléchit parce que on parle d'un truc à 50 balles par an, et on nous offre d'emblée une figurine, et tout le monde sait bien qu'une figurine de QG, généralement ça flirte avec les 30 balles. Alors qui plus est, quand on nous propose des trucs un peu dioramesques comme cet assassin Vardikar, là on y réfléchit encore plus fort parce qu'on se retrouve avec un truc assez inédit, vraiment stylé. Donc bref, l'offre en figurine, elle est pas dégueu du tout, elle est inégale, mais en tout cas c'est le début en fait de l'offre commerciale. Pam, t'as une figurine, tu la reçois très vite dès lors que tu t'abonnes, ça m'avait surpris. Tandis que pour ceux déjà abonnés, eh bien la figurine, ils vont mettre un certain temps à l'avoir. Je ne saurais plus vous dire de chiffre exact, mais en tout cas ça se compte en mois. Donc pour les gens qui sont déjà abonnés, quelque part ces gens-là sont un petit peu pénalisés en termes de shopping. Donc la figue, voilà, elle est là, on la garde, elle nous est offerte, donc naturellement on la prend. Ensuite, cet abonnement Warhammer Plus vous débloque également l'accès à l'application officielle. Donc aujourd'hui, pour les besoins de cette émission, je me focus uniquement sur 40K, je vais pas trop parler d'AOS. Mais quel que soit le sujet que j'aborde, c'est-à-dire par exemple les vidéos de rapport de bataille ou l'application officielle, l'offre existe dans les deux domaines. Aujourd'hui, je vais rester focus sur 40K tout simplement parce que j'ai pas forcément eu le temps de tout couvrir. Et AOS, pour l'instant, je n'y joue toujours pas. Donc parlons de l'application. Donc cette application d'office, elle est gratuite, c'est que chacun peut l'avoir, et l'abonnement à Warhammer Plus va juste vous débloquer un petit bonus qui est le fait de pouvoir faire du list building multiple, c'est-à-dire que dans l'application standard, vous ne pourrez dresser qu'une liste à la fois, tandis que l'abonnement Warhammer Plus vous débloque, vous pouvez créer autant de listes que vous voulez et tout simplement les archiver dans votre appli et toujours les avoir dans la poche. Donc naturellement d'office le truc est nettement plus confortable. Il est possible de se démerder avec la version gratuite, mais à chaque nouvelle partie vous allez devoir supprimer votre liste et en créer une nouvelle. Vous ne pouvez pas avoir tout sous la main, et c'est vrai que tout wargamer qui soit appréciera le fait de se trimballer dans la poche toutes ces listes d'armées prêtes à l'emploi. Bon, moi c'est mon cas, et des listes franchement j'en ai 40 j'ai à peu près 8 listes Blood Angel, j'ai autant de listes Death Guard, des listes Ravenguard, des listes Custo, des listes que j'ai fait pour du narratif, des listes que j'ai fait pour du jeu un petit peu plus optimisé. Bref, j'ai tout sous la main, et dès lors qu'on me dit mardi on fait une partie, je ramène des bières, tout ça, je prends mon appli et d'office je débusque la liste qui sera choisie pour le jour J. Donc naturellement très pratique. Concernant l'appli en elle-même et son interface, très objectivement, c'est une petite tuerie, cette application. C'est tout simplement la meilleure application possible pour être un accompagnateur du jeu. Les mises à jour sont au taquet, c'est-à-dire que dès que Game Workshop sort, que ce soit une petite fac, un petit errata ou une petite data slate, le jour même, le truc est mis à jour dans l'appli. Donc c'est l'assurance d'avoir toujours sous le coude toutes les règles mises à jour. Et cette partie donc de l'application qui concerne les règles, elle aussi, elle se trouve dans le package gratuit. Comme je l'ai dit, l'abonnement vous permet juste de monter plusieurs listes. C'est la seule et unique différence. Mais en tout cas, cette application, elle est très très bien fichue. À vrai dire, c'est la première fois que Game Workshop nous sort une application digne de ce nom, et c'est vrai que en tant que compagnon de jeu, c'est assez énorme parce que vous prenez votre liste et il y a un petit
un petit raccourci qui va vous permettre d'avoir sous le nez toutes vos datasheets, mais également tous les stratagèmes que vous pourrez utiliser phase par phase. Donc c'est un petit reminder assez sympa, surtout dès lors qu'on commence par exemple à jouer à un détachement avec lequel on a encore assez peu d'habitude. Bref, tout a été pensé pour en faire un véritable compagnon de jeu qui vous épargnera totalement d'avoir recours au bouquin. Donc en ça rejoint un peu les constats que j'avais établis dans des émissions précédentes. C'était la mort plus ou moins actée du format physique. Désormais, eh bien, cette application, elle regroupe tout, absolument tout. Dès lors que vous avez par exemple un petit souci de règle, par exemple lié au couvert, eh bien vous allez taper cover dans l'application et hop, le petit texte de règle vous sera présenté, mettant fin à toute forme de doute. Donc on est vraiment sur quelque chose de très pratique, très réactif, mais eh bien évidemment ça reste du Game Workshop et du coup le modèle commercial est assez terrifiant. Donc l'abonnement, lui, vous donne uniquement accès à plusieurs listes, mais l'application en elle-même ne va débloquer ces contenus qu'à la condition d'avoir justement acheté ce support physique qui, en vérité, ne vous servira plus jamais à rien. Par exemple, vous achetez un codex, bon ok, c'est le jour de réception de votre codex, vous êtes content, vous vous mettez au coin du feu, vous lisez la partie lore. Et bien après ça, en vérité, c'est fini. Vous allez prendre le code, vous allez le rentrer dans l'appli pour débloquer le contenu codex et ce qui va mettre fin à tout recours au format papier. En vérité, ça vous servira plus des masses. Donc moi, a priori, dans cette édition V10, à vrai dire, je trouve que le code, c'est quelque part ce qui a le plus de valeur dans ce format papier. Autrement dit, la dernière page. Donc c'est un peu abusé. Et du coup, le modèle commercial de cette application en souffre quand même pas mal. Vous êtes obligé d'avoir acheté le papier pour débloquer votre contenu codex. Après, par exemple, moi, je n'ai pas acheté le codex Custodes. Ça ne m'interdit pas de construire des listes custo. C'est juste que je n'aurai pas accès ni au datasheet, ni aux stratagèmes, ni aux améliorations, etc. Donc pour faire du simple list building, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de codex. Admettons, vous êtes là en pleine hésitation. Ah, j'aimerais bien jouer Genestealer Cult. Voyons voir ce que ça donne. Vous pouvez donc en fait vous construire une petite liste pour voir un peu l'effectif global. Vous voyez à peu près à quoi ressemblerait une liste à 1000 points. Mais par contre, le déblocage du contenu associé au codex, vous n'y aurez pas droit. Donc si on part de ça, le modèle commercial actuel de Game Workshop pour quelqu'un qui comme moi par exemple joue 4 armées, eh bien ça veut dire l'application, on débloque le contenu Warhammer Plus pour avoir accès aux multiples constructions de listes et on achète chaque codex pour débloquer les contenus. Donc ça, mis bout à bout, on n'est pas loin du, ça doit être 250-300 €. Autrement dit, c'est assez énorme, surtout que dans le lot, en général, il y a des armées qu'on joue moins que d'autres. Donc, le modèle commercial est véritablement très agressif. Donc, je vais pas me répéter par rapport à des émissions précédentes, mais clairement, on rêve, je pense, pas mal de monde du moins, rêve d'un modèle 100% numérique avec une application réellement payante, c'est-à-dire pas seulement un abonnement à Warhammer Plus qui vous débloque quelques bonus, non. On aimerait en fait avoir une application payante qui regroupe absolument tous les codex. Donc ça, pour Game Workshop, je pense qu'à l'heure actuelle, on doit être dans l'ordre de l'infaisable. Mais à vrai dire, ce modèle économique mixte entre papier et application me semble en vérité tellement bancal, tellement peu viable à moyen, voire à long terme, que on finira, je pense, par avoir une offre de ce goût-là. Donc après, tout simplement, il faudra parler de prix. Combien coûterait une application bien fichue comme celle-ci avec tout le contenu dispo, c'est-à-dire
tout le contenu codex, règles et list building gratuitement. Bon, moi, je serais prêt à payer honnêtement un abonnement pour ça. En plus, ça éveille ma curiosité. Tu vois, tu t'es là, tu construis des listes pour toutes les factions du monde, tu parcours les codex de toutes les factions. Voilà, on est tous comme ça demeure toujours un exercice intéressant. Donc, on verra franchement ce que nous donne ce modèle-là à l'avenir. Mais c'est vrai que en l'état, l'expérience codex plus application, donc full abonnement dans le jeu, demeure une superbe expérience de jeu. On est vraiment accompagné par cette application. Donc on verra ce que ça donne dans le futur. Mais bon, concernant cette émission qui parle de Warhammer+, ça vous donnera juste le droit à bâtir plusieurs listes. Donc pour les accros au list building, naturellement, ça peut déjà être quand même un bon deal. Passons ensuite à une autre composante de cette offre Warhammer+, qui s'appelle le Warhammer Vault. Donc ça, c'est quoi ? C'est tout simplement une espèce de grande archive en ligne qui va vous donner accès à pas mal de publications Game Workshop. Donc ça se fait sur un site dédié, c'est warhammer-vault.com et donc qui se présente comme étant un explorateur de lore dans l'histoire de Warhammer. Donc globalement, qu'est-ce que ça nous offre ce truc-là ? Alors d'entrée, on peut parler d'un problème qu'on va retrouver pas mal de fois dans cette émission, c'est le rangement. C'est simple, ils n'ont rien rangé, les mecs, ils vous mettent toutes les publications en vrac sur la même page. Ce n'est ni trié par jeu, ni trié par date. Bref, c'est le foutoir. On a l'impression d'aller dans une brocante et de fouiller les bacs à livres. Donc, la plus grande majorité de ces publications qui vous sont offertes, du coup, tout ceci est consultable en ligne gratuitement dès lors que vous êtes abonné, naturellement. Tout ceci se manifeste principalement sous la forme de White Dwarf. Des White Dwarf, vous allez en avoir un paquet. Là, j'ai le truc sous les yeux. Le plus récent qui se présente à moi date de juillet 2023. Et carrément, on va même en retrouver certains qui sont tout droit venus des années 90. Donc ça, pour les amoureux, quelque part, de White Dwarf, ça peut être tout à fait sympa. Donc majoritairement, on reste quand même sur des publications assez récentes qui ont moins de 3-4 ans au compteur. En tout cas, ça vous donne un gros paquet de White Dwarf. Franchement, là, sur la page, il doit y en avoir... peut-être bien plusieurs centaines. Vous avez vraiment le choix. Des White Dwarf, il y en a partout. Ensuite, ça vous offre quelques ouvrages un peu sortis des sentiers battus, comme des suppléments de codex. Là, par exemple, j'ai sous les yeux le supplément de codex Flèche Tireurs, qui nous vient un peu du fond des âges. Le supplément de codex Champion de Fenris également. Bref, des petites publications assez originales. On trouve dans le lore également le Gathering Storm Companion qui vous présente les figurines sorties pour l'événement, et on trouve également quelques petites curiosités comme des codex de la V3, de très anciennes ouvrages datant pour eux de la V1 de Warhammer 40 000 et également des segments entiers de lore assez inédits. Par exemple, on va trouver l'intégralité des Broken Realms pour Age of Sigmar, tout comme on va trouver l'intégralité des Psychic Awakening pour Warhammer 40 000. Donc, mine de rien, ça nous fait quand même un paquet de trucs. La très bonne surprise, c'est également de trouver les ouvrages Imperial Armor, donc qui sont liés généralement au contenu Forge World et qui sont des gros bouquins en termes de lore. Il y a vraiment des trucs de fou. Vous allez pouvoir parcourir des sections entières du lore, comme par exemple le siège de Vrax. Donc, le siège de Vrax, par exemple, ça vous donne accès à 3 ouvrages, mais remplis jusqu'à ras-bord, où on parle de titans, de blindés super lourds, avec vraiment un énorme paquet de lore dans tout ça. Donc des Imperial Armor, idem, il y en a franchement une chier. Et pour finir, on a quelques petites surprises, comme certains ouvrages de Lorus Heresy, mais des ouvrages illustrés. On va trouver le bouquin de règles d'Inquisitor, ça fait toujours bien plaisir, on en a parlé dans une émission. Et puis
enfin, je vais pas faire le détail de tout, mais il y a quand même pas mal de choses qui nous viennent tout droit des anciennes éditions du jeu. Par exemple, moi récemment, j'ai lu le codex supplément du vaisseau monde Iron Dawn, qui doit dater de la V6 ou 7, je ne sais plus. Bah, en tout cas, ouais. Le Warhammer Vault, c'est quand même une bonne petite mine d'or. Ça peut être très précieux pour les gars qui veulent retrouver, par exemple, des articles très spécifiques des anciens White Dwarf ou tout simplement des sources de lore un petit peu parallèles. On trouve également quelques bouquins de campagne, hein, Damnos, Pandorax, Damoclès, Vallée d'Or. Il y en a plein. Vraiment, c'est pas rien. C'est pas rien. Ne serait-ce qu'avec les suppléments de campagne et les bouquins de lore et les Imperial Armor, il y a vraiment une chier de trucs. Moi, par exemple, j'ai lu l'intégralité des ouvrages Gathering Storm. C'est sur le Vault que j'ai lu ça. Donc, on a accès aux 3 bouquins de Gathering Storms. Vraiment très très bien. Ensuite, je me suis amusé à trier un petit peu, à lire les suppléments de campagne qui étaient liés aux Blood Angels, hein, comme le Shields of Baal, Angel's Blade, qui met en scène la 5e compagnie qui s'est entièrement tournée vers la rage noire. Bref, finalement, j'ai eu quelques très très bonnes lectures grâce à cet outil-là et je suis très très loin d'en avoir fait le tour. Donc, au rang des sujets qui fâchent, naturellement, c'est pas rangé du tout. Le truc est un bordel sans nom et surtout, il y a rien en français. Donc ça, d'office, je pense que ce sera le gros point noir pour la plupart d'entre vous qui hésitent à s'abonner à Warhammer+, c'est que les contenus ne sont pas traduits. Vous aurez accès à quelques sous-titres en ce qui concerne les séries animées, mais pour tout le reste, que ce soit les émissions standards ou ce Warhammer Vault, tout sera dans la langue de Shakespeare. Donc moi, à titre personnel, ça ne me pose aucun problème, bien que, voilà, comme tout le monde, je préfère quand même le confort d'une lecture en français, on va pas se mentir, mais en tout cas, ça ne m'a pas empêché de lire un bon petit paquet de publications sur le Warhammer Vault. Donc franchement, cette composante-là de l'abonnement, elle est vraiment à encourager parce que ça fait plaisir quand même d'avoir un paquet d'ouvrages en libre accès. Et pour finir sur une petite note technique, ces ouvrages, ils vous sont proposés dans une superbe qualité. On est sur du PDF très très bien. Je sais pas si c'est scanné ou autre, mais la qualité, elle est parfaite. Vous pouvez vous mettre ça sur une petite tablette et on est prêt à se vautrer dans le canapé avec un peu de lecture. La lecture demeure tout à fait agréable car tout est fait en très bonne qualité et en haute définition. On ne s'abîme pas les yeux. Ça a son importance. Venons-en ensuite à ce qui sans doute représente le plus gros morceau de cet abonnement payant. Il s'agit tout simplement de Warhammer TV. Donc Warhammer TV, là encore, c'est un site dédié qui se présente sous la forme d'une plateforme numérique de streaming vidéo. Et à vrai dire, il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. Donc quand on parle de l'abonnement Warhammer+, généralement, on pense surtout à cette offre-là. Venons-en un petit peu côté interface. Donc une fois de plus, comme un peu pour les scans des publications, faut avouer que la qualité est vraiment sans compromis en termes de visionnage. Et j'ai pu vérifier également la chose par rapport au son. On a vraiment un son de très très bonne qualité dès lors qu'on l'écoute sur un système un petit peu haut de gamme. Franchement, on en prend plein les oreilles. C'est plutôt cool. Donc une très bonne qualité de vidéo, une très bonne qualité de streaming, mais du coup ça rend l'interface un petit peu laborieuse. Les choses mettent quand même pas mal de temps à charger. Faut pas vous imaginer pouvoir zapper au sein d'une vidéo comme avec YouTube par exemple. On est sur quelque chose de beaucoup plus laborieux, d'un peu long à la détente. On note également quelques bugs. Et évidemment, à chaque fois que je relance le truc, il me demande de me reconnecter. Ça fait vraiment chier. Donc on est quand même sur une interface d'une lenteur assez générale. Mais à vrai dire, je pense que c'est le prix à payer pour avoir un service de streaming à la hauteur. Je pense pas que Game Workshop ait les mêmes moyens techniques qu'un géant comme Amazon par exemple. Donc côté serveur et tout, évidemment le truc peut paraître un peu à la traîne comparé aux ténors du genre qui brassent maintenant des milliards de personnes. Donc venons-en
un petit peu au contenu de cette offre Warhammer TV. À vrai dire, une des promesses principales du machin, c'était de nourrir votre lore, d'enrichir le lore, d'enrichir le fleuve de Warhammer. Et donc, on retrouve ça sous la petite catégorie Lore Master. Donc, Lore Master, ce sont des petits modules vidéo qui, en général, ne vont pas excéder la demi-heure, où un des membres de la team Warhammer TV, eh bien, va s'emparer d'un sujet en particulier. Donc ça peut être un théâtre d'opération, ça peut être un personnage, ça peut être une faction. Et donc face caméra, il va vous dérouler son texte et la chose va être quand même pas mal illustrée avec les dessins officiels des parutions Codex, de toutes les parutions Game Workshop par exemple. Donc Lore Master, qu'est-ce que ça vaut? À vrai dire, c'est assez irréprochable, mais ça va être également terriblement académique. Quand on dit terriblement académique, naturellement, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'ennui. Et donc, à l'issue de pas mal de visionnages de ça, mon constat, il est que on va trouver quand même mieux ailleurs, du côté un peu des créateurs indépendants qui peuplent YouTube. On va trouver quand même des choses à la fois plus originales, sans doute illustrées de manière plus massive, avec par exemple les recours à des dessinateurs tiers ou même carrément à des visuels venant de l'intelligence artificielle. Tout le monde utilise ça maintenant et à vrai dire ça peut être utilisé avec un très bon goût, comme nous le propose par exemple Indomitus 40K. Mais du coup, Lore Master ne peut pas vraiment s'empêcher de se traîner une image un peu chiante, un peu académique, mais néanmoins, ça peut rester satisfaisant parce que là, on a vraiment la certitude d'avoir du lore canon, c'est-à-dire on est vraiment dans le lore officiel édité par le créateur lui-même. Donc en vérité, on prend quand même du plaisir à parcourir les choses et en termes d'écriture, en termes d'élocution, faut avouer que les mecs sont assez irréprochables. Tout est terriblement bien fait. C'est bien écrit, c'est bien construit, c'est bien narré, c'est bien parlé. Il y a quand même pas mal d'éloquence. Donc même si le cadre peut sembler un petit peu austère, ça reste quand même une source de lore non négligeable. Mais une source de lore qui ne va même pas être sous-titrée. Quant à elle, on va parler de sous-titres plus tard, mais en gros, ça va concerner que les séries animées. Tout le reste, en fait, n'est même pas sous-titré. Apparemment, c'est peut-être en voie de changer tout ça. Je pense que voilà, l'éditeur a quand même vachement conscience du problème. Parions que à l'avenir les choses puissent se débloquer un petit peu. Donc Lore Master, voilà, c'est le bon élève en fait. C'est mention bien, mais par contre, on se fait quand même un petit peu chier, quoi. On va trouver quelque chose de plus fun du côté des rapports de bataille. Donc vous avez une section entière Battle Report, donc là encore qui concerne tous les jeux. Moi je vais rester sur 40K, mais honnêtement il y a de tout, il y a même du Warcry, du Underworld, du AOS, il y a absolument tout, en petite quantité néanmoins. Les rapports de bataille ne connaissent pas un rythme de parution vraiment effréné, et encore une fois, le premier constat c'est que c'est pas rangé, putain, mais Game Workshop, range ta chambre s'il te plaît, parce que là parfois je me lance un rapport de bataille et je me rends compte après 10 minutes de visionnage qu'en fait il s'agit d'un rapport de bataille V9. Je me dis putain, mais qu'est-ce qu'il fout au niveau des règles là? Ouais, ok, je me suis trompé de version du jeu. Donc putain, les mecs ils pourraient faire un effort, un petit tri par date, voire un petit tri par faction, tu vois. Moi j'aurais bien aimé taper Blood Angel et assister à tous les battle reports qui les concernent, mais non, on est comme dans Warhammer Vault, c'est rangé n'importe comment. Ils ont mis tout dans la même boîte et du coup on a bien du mal à s'en sortir. Donc parlons un petit peu du rapport de bataille sauce Warhammer Plus. Donc déjà, on peut faire l'analyse, donc si j'en reste à nous autres petits joueurs ruralistes narratifs et sympathiques, les rapports de bataille, on a du mal, globalement. Sur YouTube, on a du jeu archi optimisé sur des ruines en carton triangle, on s'emmerde, on n'en peut plus de ça. Enfin moi en tout cas, je n'arrive plus à regarder ce genre de contenu, d'office ça m'emmerde, je m'ennuie comme un rat mort à regarder ça. Et le truc c'est que finalement on est un peu orphelins nous autres. C'est honnêtement, vous prenez le YouTube dans son intégralité, trouvez-moi des petits rapports de bataille narratifs sympas.
Il y en a pas, hein. Allez, tous les 6 mois, vous allez avoir une vidéo mais incroyable de Planet Wargame, mais c'est à peu près tout. On a bien du mal à se mettre des trucs sous la dent. Eh bien, Game Workshop, lui, il nous offre un peu de tout. Donc déjà, nulle part, vous n'allez trouver de référence à une forme de jeu optimisée ou à une quelconque méta. C'est simple, cet aspect-là est complètement mis de côté. Il n'y a pas. Vous n'aurez jamais de liste pétée, vous n'aurez jamais un combo de la mort qui tue, et surtout, vous n'aurez jamais un modèle prédéterminé de table suivant un layout ITC, WTC ou je sais pas quoi. Non, bah non les gars, là les rapports de bataille sur Warhammer+, ça va être uniquement des belles armées et des très très belles tables, faisant, eh bien, à mon sens, de ce format de rapport de bataille le meilleur modèle du genre. Putain, c'est narratif, c'est fun, mais évidemment que c'est ça qu'on veut, quoi. Et donc, moi, d'office, j'avais été surpris parce que globalement, ces rapports de bataille, ils ont plutôt mauvaise presse. Un peu partout. Sur Reddit, dans les forums, sur Instagram, j'avais vu un peu partout noter des trucs genre ouais, les nuls, en plus ils se trompent dans les règles. Je fais ah bon, merde. Et du coup, moi, j'assiste à ça, je regarde, j'épluche un peu le catalogue de rapports de bataille, mais honnêtement, je n'en ai pas vu un qui m'ait déplu. C'est super, en vrai, c'est super. On a des belles tables. Il y a même pas de putain de gabarit d'objectifs sur les tables. Non, les mecs, ils ont mis des vrais petits objectifs, c'est-à-dire des petites statues, des petits éléments de décor. Il y en a aucun qui fait référence à des combos complètement pétés ou à un problème d'équilibrage ou que sais-je. Non, les mecs là, ils viennent avec des listes vraiment fluff. C'est-à-dire qu'il y a rien qui dénote, quoi. Quand le gars joue Ultramarine, bah on va avoir des phalanges entières d'intercessors. Hein, on va pas avoir d'agresseurs bombes ou de 3 Dreadnought Ballistus ou de 3 Vindicateurs, tout ça. Non. On va être complètement sur des listes cohérentes avec le lore, cohérentes avec tout simplement ce qu'a voulu en faire l'éditeur au moment de la rédaction du codex, quoi. On va pas du tout être dans le contournement de règles. Les mecs jouent véritablement le jeu. Et à vrai dire, il ne manque que les bières et le saucisson pour faire de ces parties quelque chose de très domestique, enfin quelque chose qu'on a nous autres l'habitude de vivre, quoi. À vrai dire, ce format vidéo là, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on fait à la maison. Il y a des trucs exceptionnels sur YouTube quand on voit un rapport de bataille Planet Wargame, bah là on en prend plein les yeux, on touche des doigts à quelque part ce rêve de jeu narratif hyper esthétisant, mais nous autres, on a bien du mal à aligner des tables pareilles d'une manière domestique. Enfin voilà, eux les mecs, ils y passent des centaines d'heures à travailler sur leurs tables, leurs armées et tout. Ce sont des choses auxquelles nous n'avons pas forcément accès. Là, de ce que j'ai regardé en fait sur Warhammer Plus en termes de rapport de bataille, on est vraiment dans quelque chose qui se rapproche énormément de ce qu'est le jeu à la maison et plus globalement de ce qu'est le wargame à l'ancienne et le Warhammer bien de chez nous. Donc on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Warhammer Plus, quelque part, c'est Rural Hammer Approved dans sa partie rapport de bataille. Et quelque chose d'autrement appréciable également, c'est qu'on va pas y trouver cette espèce de gogolisme hystérique qu'on trouve, à vrai dire, partout. Vous voyez ce dont je veux parler, ces mecs qui passent leur temps à se marrer comme des enfants de 8 ans, quoi, quelque part. On rit de nos propres blagues, etc. On n'arrête pas de dédramatiser les choses. Ici, ça va pas vraiment être le cas. Ça va pas vraiment être le cas. On va avoir quand même avoir affaire à des gens, certes, qui vont toujours être dans la détente, c'est sourire, petite vanne ici et là, mais globalement, on va trouver un exercice du jeu plutôt sérieux. Et autre bon point, on va avoir un exercice du jeu qui va se montrer pas mal didactique en faisant de ce fait un très bon support de règles. C'est-à-dire que toutes les règles qui vont être citées durant la partie vont s'incarner à travers des visuels, donc des petites vignettes qui vont vous présenter telle ou telle règle qui est actuellement mise en œuvre sur la table. Donc pour quelqu'un par exemple qui apprend à jouer ou qui veut parfaire son exercice du jeu, ça peut être également un bon compagnon.
Et donc dans cette rubrique rapport de bataille, on trouve un peu de tout. On va avoir des scénarios narratifs, on va avoir du match play, mais également quelques originalités qui vont un peu monter le cursus du fun. Par exemple, ils ont fait des tournois sous la forme de versus entre Primark et Primark Démon. On va avoir également du boarding action, je crois qu'il y en a 3. Il y a 3 petites vidéos de boarding action très sympas, avec des décors magnifiques qui plus est. Et puis quelques trucs vraiment en dehors des sentiers battus, comme un jeu de course qui met en scène des orques, une espèce de destruction derby à bord de Buggy Orc qui était vraiment tout à fait sympa. Et on trouve même quelques petits formats comme le format Patrol à 500 points. Ça, c'est pas mal riche aussi. On trouve tous les formats. Il y a 500 points, 750, 1000, 2000, 3000. Et bon, une des dernières en date, par exemple, c'est une gigantesque bataille rangée entre la Flotte Russe, Léviathan et les Ultramarines, pour la V10 naturellement. Ce genre de truc, putain, ça ne déçoit pas le moins du monde. On a vraiment une gigantesque bataille rangée. Tout est magnifique, les tables sont belles, les armées sont naturellement peintes de main de maître. Bref, tout ça, en fait, ça fait du bien. Et le petit truc, en fait, d'où vient la mauvaise presse globale de ces rapports de bataille? Donc moi, j'ai vu citer souvent des erreurs de règles. Mais en fait, moi, ça me rend le truc d'autant plus sympathique. Alors certes, ça va carrément faire fuir en fait tous les métagogols qui pour eux, l'usage des règles, c'est ah mon Dieu, c'est la Sainte Bible et tout. Mais nous autres là, quand on joue à la maison, franchement, avez-vous déjà fait une partie sans la moindre erreur de règle? C'est chaud quand même. Bon, moi, je fais partie des bons élèves. Je pense que j'ai tout simplement une bonne connaissance globale des règles. Mais franchement, que serait une partie de Warhammer sans se gourer au moins une fois sur les règles? Eh bien, eux, ils ont beau faire partie de la maison mère, ils en commettent également des petites erreurs. Et à mes yeux, en vérité, ça ne rend l'exercice que plus sympathique. Bref, finalement, côté rapport de bataille, moi, je dis que ça, c'est véritablement l'exemple à suivre. C'est pas méta, c'est pas gogol. On arrive quand même à avoir une bonne couche de drame au-dessus de tout ça. Les mecs qui jouent, bon, on les apprécie ou pas, mais ils demeurent assez... c'est à la fois bonne détente, bonne ambiance, mais il mène la chose avec un certain sérieux. Et moi, ça me fait du bien parce que j'en ai marre des mecs qui passent 2 heures à se marrer comme des gogols, là, à jeter des dés. Certes, il faut rigoler, c'est important, mais moi, j'aimerais voir également un peu de sérieux dans tout ça. J'en avais longuement parlé dans cette émission sainte du Wargame dramatique. Moi, je retrouve pas mal de tout ça dans ces rapports de bataille officiel de Warhammer TV et franchement ça fait du bien. Donc tout n'est pas au même niveau, il y a des choses un peu ennuyeuses, il y a des rapports de bataille qu'on parcourt avec un certain désintérêt, mais globalement je trouve qu'il y a quand même pas mal d'originalité, il y a beaucoup de réussite, il y a vraiment des vidéos qui sont une tuerie, tout est très bien réalisé, qui plus est en termes de lumière, en termes de son, il y a des petits effets spéciaux qui viennent un peu animer tout ça. Ça fait du bien sans pour autant aller dans l'hystérie qu'on retrouve par exemple chez Tabletop, Tactics, Play on Tabletop, ce genre de trucs. Ce sont des chaînes que j'aime évidemment beaucoup, mais parfois pareil c'est un peu trop quoi. C'est un peu too much dans l'attitude, dans la gogolerie. Là on est dans un exercice plus sobre, mais moi néanmoins qui m'a énormément plu. Et donc si à l'avenir je devais faire clairement des rapports de bataille filmés, eh bien clairement je pense que je partirais d'un matériau comme celui-ci, c'est-à-dire gogol mais pas trop, dramatique mais pas trop, très bien réalisé avec de belles tables et de belles armées. Moi c'est exactement tout ce que je veux. Venons-en maintenant à une autre rubrique, et c'est une rubrique assez large qui s'appelle les talk shows. Donc des talk shows spécialisés Warhammer, il y en a franchement 36 sous-catégories, je ne vais pas toutes en parler. Donc tout ça, ça donne quoi? Tout simplement ces plateaux télé. Pour ma part, c'est moyen. Parce que tout simplement, on va y retrouver
tout ce qui fait les défauts d'un plateau télé, c'est-à-dire généralement un contenu très consensuel où tout le monde va être gentil avec tout le monde, où tout le monde va rire des blagues de l'autre. Bref, ça va toujours être, à mon sens, un peu relou. Mais là, bon, c'est un point de vue personnel parce que moi, je suis complètement allergique au format plateau télé. Donc là, en termes d'insupportabilité, calmez-vous, on n'est pas au niveau d'un Cyril Hanouna ou d'une Léa Salami. Non, là, on va quand même être sur un truc quand même sympa, mais on y retrouve quand même quelques poncifs liés à ce genre de format. Donc, dans ces talk shows, il y a énormément de rubriques. On retrouve déjà tout ce qui va un peu concerner les making of. Donc ça va intéresser principalement à tous ceux qui s'intéressent réellement aux personnes derrière Warhammer. Parce que là, on va trouver des interviews d'écrivains, de peintres, on va trouver les making of en fait de certaines séries animées, en gros comment ça a été fait, pourquoi. Bref, on est dans les coulisses à la rencontre de ceux qui font vivre quelque part les petits à côté du hobby. Donc ça, je pense que ça intéressera uniquement certains types de personnes. Je pense principalement à Thibaut Claudel, qui dans son livre en fait parlait beaucoup en fait de ces gens derrière Warhammer qui ont construit un petit peu les choses. Bah là, je pense que voilà, ce type de profil s'intéressera forcément beaucoup à la parole donnée d'un écrivain, d'un peintre, d'un concepteur de jeu. Tout ceci en fait peut être intéressant. Moi, ouais, je suis pas vraiment dans un exercice du hobby qui fait la part belle à tout ça. Moi, voilà, seul compte le résultat. Naturellement, il y a des gens qui m'intéressent énormément dans tout ça, mais à vrai dire, si j'ai pu m'intéresser beaucoup aux dinosaures de l'époque, à Jarvis Johnson, Andy Chambers et compagnie, je m'intéresse nettement moins à tous ceux qui œuvrent en fait, que ce soit dans le lore actuel, dans l'écriture actuelle des règles. Pour moi, ces mecs, ils ont encore beaucoup de choses à prouver. C'est pour ça que j'en ai un intérêt plutôt modéré pour l'instant. Néanmoins, j'ai consommé quelques trucs assez sympas, notamment les interviews de peintres. Ça, c'est assez sympa. Vous voyez passer en fait quelques habitués, par exemple du Golden Demon, qui va vous expliquer comment il procède, toutes ces techniques pour parvenir à tel ou tel résultat. On est sur un mix un peu documentaire et documentaire peinture. C'est pas mal du tout quand même. En tout cas, dans le talk show, on trouve énormément de rubriques, franchement un peu trop à mon sens. Moi, il y a des choses qui ne m'intéressent pas du tout dans cette catégorie-là. En tout cas, libre à chacun d'y trouver son compte. Parlons maintenant des séries animées. Donc là, clairement, c'est le gros morceau de Warhammer TV. C'est ce qui fait le plus parler, c'est en général ce qui est le plus attendu, mais c'est également ce qui va être globalement le plus critiqué et parfois, à juste titre, quoi. Donc parlons un petit peu des différents contenus qui se présentent dans les séries animées. Un des premiers jets de la plateforme, le produit phare, ça a été Angel of Death, donc une série animée qui met en scène les Bleus dans le gel contre une putain de bande de hérétiques. Donc là, quand j'ai découvert ça, j'ai fait wow, c'est vilain. C'est vilain, putain, on dirait une vieille cinématique PS2 où en fait l'usage monochrome et uniquement de la couleur rouge en fait joue carrément le rôle de cache-misère. Et donc là, le premier contact avec ça, je me suis dit ok, sur Warhammer TV, ce sera du low cost parce que là, clairement, on a tous les écueils en fait d'une série à faible budget. Le son, par exemple, il pue la merde. Le son des bolters est terrible. Les voix sont mal enregistrées. Les comédiens sont pas au top. En termes de mise en scène, tu vois que le truc, je pense qu'il a même pas été storyboardé parce que il y a des séquences mais qui souffrent d'énormes longueurs. Tu sais, en pleine phase d'action, il y a un plan qui va durer parfois 2 à 3 secondes de trop. Le truc manque cruellement de rythme, manque cruellement de gouache, d'impact, et en termes d'écriture, ça ne vole pas bien haut. Donc Angel of Death, ça a été un des premiers jets de la plateforme, et c'est pas terrible, mais bon, néanmoins le truc est quand même fait avec du cœur, tu sens quand même la volonté de bien faire dedans, mais clairement là je pense qu'on souffre beaucoup d'un manque de budget. Le constat sera pas mal le même pour Hammer et Bolter, qui là va être une série animée
qui se déroule pas dans un seul et unique cadre. Ça va toucher à, comme son nom l'indique, hein, d'un côté le Hammer, de l'autre côté le Bolter. Ça va graviter à la fois dans les mondes d'AOS et de 40 000. Donc chaque épisode quelque part est indépendant. Ici, le truc est quand même pas mal. Néanmoins, j'ai un souci de forme, moi, parce que ça se présente sous la forme d'un cartoon typique américain, quoi. Vous savez, ce bon vieux dessin cartoon très, très épuré, typiquement US, voilà, qui vole pas bien haut. Néanmoins, quand je vois par exemple les comics les plus récents, hein, j'avais travaillé il y a pas longtemps sur la dernière série animée Batman, en vérité ça ne vole pas beaucoup plus haut que ça. On a toujours un peu partout le même design, cartoon US, un peu sans âme, hein, on va pas se mentir. En tout cas là, Hammer et Bolter, c'est quand même quelque chose de pas mal intéressant. Chaque épisode est indépendant, du coup si on s'ennuie, on se dit ok, dans 20 minutes c'est fini, quoi. Mais il y a eu quand même des trucs pas mal, une fois qu'on fait fi un peu de ce design qui nous plaît ou pas. Il y a quand même pas mal de choses. On va toucher aux croûtes, à l'inquisition, aux orques des royaumes mortels. Il y a un épisode avec les Nécrons qui est très sympa. Il y a plusieurs épisodes sur Cadia qui sont très bons. Et à vrai dire, le dernier d'entre eux, alors je ne me l'explique pas, ils ont pris carrément un virage en 3D. Return to Cadia, qui est un des contenus les plus récents de la plateforme, a pris le virage 3D. Donc on excite le cartoon et on retrouve un format quand même plus sérieux et beaucoup plus ambitieux techniquement. Ensuite, la plateforme nous a offert pas mal de one-shots, c'est-à-dire des séries qui se composent d'un seul épisode, qui va être généralement plus long. Donc on va trouver Broken Lands, qui met en scène des chevaliers impériaux. Donc là, idem, le truc souffre d'un scénario pas bien élaboré, mais néanmoins, il y a quand même cette satisfaction de voir prendre vie à l'écran des Imperial Knights, hein, aux prises avec leurs confrères hérétiques. Celui-là était quand même tout à fait sympa, c'était vraiment cool. On a eu également droit à Iron Wyvern, qui confrontait les Iron Warriors à des pirates Drukhari. Très très satisfaisant également, même si une fois de plus le truc souffre d'une mise en scène très balourde, tout est très pâteau, le montage est paresseux. Donc là encore une fois, il y a quand même un petit manque de savoir-faire, un petit manque d'ambition. Idem, la partie sonore était vraiment aux fraises, mais là encore, le truc est fait avec du cœur. Franchement, ça se sent. On sent vraiment ça se rapproche quelque part du fan movie, quoi. Hein. On est proche de ce que pourrait faire un fan de Warhammer un petit peu compétent en termes d'infographie, d'animation, etc. Donc, alors certes, tout est un peu cheap, hein, vraiment. Tu sens le manque de budget un peu partout, mais quand même le truc demeure assez satisfaisant parce que on sent que c'est fait par des amoureux de la chose, quoi. Donc quelque part, le truc développe un certain capital sympathie. Donc je vais pas faire le détail de toutes les séries, mais si on doit se concentrer sur les plus récentes, là quand même on note par rapport du coup à Angel of Death, on note quand même un gros boost d'ambition et de technique. Si je prends par exemple Paria Nexus, hein, donc qui met en scène à la fois du Nécron, du Sœur de Bataille et des Space Marines, donc qui se déroule dans l'arc Nexus du Paria. Là, quand même, on a des ambitions techniques qui sont en nette hausse. Alors, ça veut pas dire pour autant que les mecs aient appris à écrire une bonne série, parce que là, globalement, en termes de scénario, nous sommes dans un scénario absolument couloir. C'est-à-dire que ce sont des gens qui marchent et qui affrontent des choses. Voilà, il va pas se passer beaucoup plus de trucs que ça, mais là néanmoins déjà techniquement on a quelque chose de beau. Franchement c'est pas mal du tout, hein. C'est pas au niveau naturellement des énormes productions en série animée qu'on peut trouver sur Netflix ou ailleurs, mais putain le truc a quand même bien de la gueule et voilà, l'ambition commence à se développer à tous les niveaux, technique, narrative, dans l'élaboration des personnages aussi. On commence à voir des personnages qui ont un vrai fond, une vraie âme. Ça fait tout à fait plaisir et du coup tout ceci est quand même sur la bonne voie jusqu'à cette dernière série, The Titties,
Non, je sais pas. Je sais pas comment ce truc se prononce. En tout cas, l'idée générale, c'est de parler de la dîme impériale. Donc cette dîme impériale, elle va s'incarner sous plusieurs épisodes, tous indépendants l'un de l'autre, où on va avoir un épisode sur la dîme, par exemple en munitions et en matériel, quitte à sacrifier des mondes entiers. Un autre sur la dîme quelque part en génogermes. On va suivre un apothicaire Space Marine qui va devoir sauver en fait les génogermes de ses frères tombés au combat. Très très cool. D'ailleurs, cet épisode fait le lien narratif avec Nexus Paria. Donc là encore, petit boost un peu dans l'ambition. On va commencer à interconnecter les différentes séries entre elles. C'est très sympa. Et on va avoir également la dîme dans les âmes de Psyker. Et là, c'est ce fameux épisode où va être mis en scène la première femme custodesse. Alors là, autant faire une petite parenthèse là-dessus, parce que cet épisode, il est tout simplement excellentissime. Et à vrai dire, si Game Workshop nous avait offert ça en même temps que cette révélation à l'époque qui avait fait pas mal jaser, oui, les femmes custodesses existent, elles ont toujours été là, ok, on a sorti 60 bouquins dessus où il n'y avait aucune femme dedans, mais bon, fermez-la, c'est nous qui décidons, elles ont toujours été là, c'est comme ça. À vrai dire, ce qui avait fait râler pas mal de gens, et franchement pour ma part à juste titre, parce que toi, t'introduis pas une nouveauté de lore comme ça au forceps, c'est complètement con, quoi. Donc naturellement derrière, il y a eu des débats endiablés entre eux, des espèces de de conspi misogynes, et de l'autre côté du gaucho progressiste qui veut toujours absolument faire partie du camp du bien. Bref, comme d'habitude, c'était un débat noir contre blanc. La zone grise, tu oublies. La zone de débat, non, nous on ne veut pas de débat, on veut juste des méchants contre des gentils, c'est tout ce qu'on veut dans le débat public actuel. Moi à l'époque j'étais dans cette zone grise, quoi. J'étais en mode ouais, des femmes custo, pourquoi pas, mais je trouvais que la justification en lore, elle puait la merde tout simplement. Honnêtement, si cet épisode là nous avait été présenté d'office, putain, mais personne n'aurait eu rien à redire, parce que cette femme custodesse qui nous est présentée, alors déjà physiquement on est sur une agricultrice bavaroise de 3,20 m de haut. La meuf, elle doit peser 240 kilos, c'est une championne en bodybuilding, donc au début tu vois ça peut faire sourire, tu te dis ah ouais ok, on est quand même loin de l'idéal féminin, parce que c'est ça qui était rigolo, c'est que parmi les plus fervents défenseurs des femmes custodesses à l'époque, on a trouvé par exemple des créateurs 3D qui se sont mis à faire des femmes custo, mais tu vois des femmes custo en bikini avec des nichons énormes, avec des culs d'instagrammeuses, tu vois. Tu fais ah ok, donc en gros toi t'es pour l'inclusion, t'es pour le droit des femmes, tout ça, et dès lors qu'on t'offre l'occasion de nous de nous sortir ta vision de la femme, tu nous prends finalement le pire poncif. Game Workshop, lui, il est pas tombé dans cette erreur-là, et nous sort carrément vraiment une femme custo, mais un monstre, quoi. C'est une monstruosité en vérité, et on retrouve un peu cet esprit qui peut être assez evil chez les custodes. Vraiment, ce ne sont pas des humains, ce ne sont plus des humains. Donc moi, ça, j'ai adhéré totalement, j'ai trouvé ça génial, et dès lors que la petite custo prend sa lance à la main, alors là, putain, on assiste à un ballet. Le combat de cet épisode, il est incroyable. On a vraiment l'incarnation parfaite du custodes, c'est-à-dire mouvement surnaturel, force de frappe hallucinante, capacité martiale maximale. J'avais jamais vu ça à l'écran. Honnêtement, ça m'a fait hyper plaisir. Et que ce soit incarné par une femme qui soit monstrueuse, généralement monstrueuse, ouais, là, franchement, Game Workshop, ok. Donc là, si vous nous aviez offert ça dès le début, ça nous aurait épargné bien des débats stériles. Donc merci à eux pour ça. Donc au niveau des séries, j'ai à peu près fait le tour. Il y a eu récemment une petite vignette consacrée à la Death Watch, donc une kill team de la Death Watch qui est aux prises avec un seigneur Scorpec. Le truc est hallucinant. Honnêtement, à l'heure actuelle, c'est le meilleur contenu que j'ai vu par rapport à une série animée Warhammer. C'est
de toute beauté. Là, on sent vraiment que l'ambition est en plein envol. Je crois qu'en fait, les débuts balbutiants de tout ceci, incarnés principalement par Black Talon, Angel of Death, Interrogator, tout ceci quand même continue à aller de l'avant. Et je vais vous parler de ma petite préférée dans tout ça, c'est The Exodite. The Exodite, putain, c'était énorme. Donc on est sur une planète où une guerre a lieu entre l'Imperium et l'Empire Tau, dans laquelle va se nouer une petite intrigue secondaire en fait qui met en scène un Eldar solitaire. En gros, ce mec là, à quoi il sert, pourquoi on l'a repéré, pourquoi il faut le chasser, c'est tout simplement énorme. Visuellement, c'est magnifique. Vous avez le droit à de la véritable guerre, hein, là, c'est-à-dire qu'il y aura du Titan Warlord, il y aura du Manta Tau, il y aura du Titan Fantôme Eldar. Franchement, c'est du grand art, cette série-là, en 3 épisodes, à 7 heures. Je trouve que c'est la plus réussie d'entre toutes. Elle est magnifique. Et là, on a une vraie ambition narrative en termes de scénario. On a quelque chose qui va bien plus loin que le simple théâtre d'affrontement ou la simple petite bande de personnages qui se baladent dans une ville en ruine. Là, on commence à pousser le curseur, hein. En termes d'ambition scénaristique, c'est véritablement très, très bon. Donc globalement, tout ça, comme je l'ai dit, en fait, ça donne un niveau de sympathie assez élevé. Pour ma part, contrairement aux plus grosses productions, hein, comme on a vu récemment avec Secret Level et probablement plus tard sur Amazon avec une véritable série Warhammer 40 000, à vrai dire, j'ai plus d'affinité avec ces séries animées-là. C'est fait avec moins de pognon. Tu sens qu'il y a moins d'exigences liées à une grosse production, mais surtout, on ressent que le truc est fait par des fans. Ça, c'est vraiment ce qui transpire, en fait, dans ces trucs-là. Et c'est vrai que si j'ai pu m'emmerder plus d'une fois en visualisant tout ça, surtout Angel of Death, on va pas se mentir, c'était un peu chiant. Bref, j'ai pas tout aimé, très loin de là, mais globalement, le sentiment est plutôt positif. Et ce que j'en retiens surtout, c'est que cette dernière année écoulée a vu éclore des projets quand même nettement plus ambitieux narrativement, techniquement, scénaristiquement, et quelque part on commence à oublier le fossé qui sépare ces petites séries Warhammer Plus avec des productions plus grosses. Donc nul doute que le truc continuera à aller de l'avant et c'est tant mieux, hein. Franchement, si ce truc se développe, on pourrait très bien avoir des trucs énormes par la suite et je ne sais pas en vrai si à l'avenir Astartes 2 serait inclus dans cette offre Warhammer TV. En tout cas, je trouve que déjà, il y a une solide amorce de ce que pourrait être Astartes 2, hein, quand on regarde la petite histoire sur la Death Watch, là, The Enemy Without, putain, ça tue, quoi. Ça tue, les gars. Si Astartes 2, c'est de ce niveau-là, bien, moi, je signe direct, hein. Franchement, il n'y a aucun problème. Donc, globalement, je vais m'arrêter là concernant Warhammer TV. Je suis loin d'avoir fait le tour. Il y a énormément de rubriques en plus, dont certaines qui sont assez récentes, comme Scrap Demon, où le but, ça va être de kitbasher une figurine, hein, les mecs qui font ça en équipe. Il y a les Arena of Death, où on va avoir des affrontements assez thématiques. Il y a le Da Make Boys Workshop, où là, on va parler décor. Il y a beaucoup également d'émissions peinture. Enfin bref, Warhammer TV, ça rigole pas trop, en fait, en termes de contenu. On y trouve quand même énormément de choses. Donc, je n'ai pas tout dit, mais j'en ai néanmoins bien assez dit pour le moment. Donc, tout ça, finalement, ça vient conclure ce que nous offre Warhammer Plus en son intégralité. Et donc, tout ça, c'est 50 balles l'année. Donc, verdict de cette émission, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Alors, j'irai pas jusqu'à dire que ça vaille vraiment le coup. Néanmoins, moi, dans un usage personnel, et donc ça fait à peu près 6 mois que je suis abonné, honnêtement, à aucun moment, je ne me suis senti volé, hein, on va pas se mentir. J'ai reçu une figurine qui est très belle. J'ai regardé plein de contenus sur Warhammer TV, des séries animées, des battle reports, quelques autres trucs que j'ai regardé plus par curiosité et à vrai dire pour nourrir un petit peu cette émission. Mais dès lors
Lore Masters, j'en ai regardé un paquet pendant mes séances de peinture, mais en tout cas, je ne me suis pas senti voler. Honnêtement, j'en ai pour mon argent. Si on rajoute à ça une application qui est sans doute la plus agréable d'entre toutes à utiliser durant nos parties, en petite cerise sur le gâteau, on a quand même le Warhammer Vault, qui est une très bonne série de littérature en ligne, quelque part. Et moi, ça m'a permis de combler quelques lacunes que j'avais en termes de lore, principalement les Psychic Awakening, les Gathering Storm, quelques livres de campagne, etc. Ça a fait du bien à mon lore, tout ça. J'étais bien content d'avoir ça sous la main. Donc, honnêtement, 50 balles par an, moi, j'ai envie de dire, ça me va tout à fait. Honnêtement, je suis quand même très content de ce qui m'est proposé à ce tarif-là. 50 balles, quelque part, c'est une boîte d'intercessors. Donc, pour la boîte d'un kit plastique le plus con du monde, j'ai un abonnement quand même qui m'offre un paquet de trucs. Et quelque part, la promesse est remplie. C'est more Warhammer ou more au fun. Ouais, j'ai enrichi mes lectures, mes visionnages, mes petites sources de lore. J'ai une figurine, j'ai une appli franchement qui m'accompagne de manière quasi quotidienne. Bon, dès lors que je joue le jeu d'acheter le codex, là on en tire vraiment la substantifique moelle, mais bon, moi je suis quand même dans une zone d'entre-deux parce que je n'achète pas tous les codex, donc dans un tel usage, je vais plus avoir recours à Wahapédia, mais on va pas se mentir, c'est quand même bien moins pratique. Donc Warhammer Plus, à mon sens, c'est quand même un beau bébé, c'est quand même un beau bébé. Je pense que le truc est appelé à évoluer, donc ça va évoluer sans doute. Moi, l'évolution la plus notable que je souhaite, c'est sans doute lié à l'application en elle-même, où j'aimerais quand même un modèle commercial un petit peu plus flexible, plus accessible à tout le monde, que ce soit le Meta Chaser ou le débutant. J'aimerais que tout le monde s'y retrouve un petit peu là-dedans, et c'est vrai que rêver d'une appli qui inclurait toute la partie codex, ce serait absolument merveilleux. Néanmoins, je ne suis vraiment pas sûr que ça aura lieu. En tout cas, j'appelle ça de mes vœux. Mais pour le reste, je vais continuer l'aventure sans doute. Honnêtement, moi, ça me plaît. Je me vois pas vraiment me désabonner pour autant, même si ma curiosité a été en grande partie satisfaite. Je m'y vois bien rester un petit peu sur Warhammer+. Donc, moi, de toute façon, je suis un vrai fanboy de Warhammer. On va pas se mentir. Mais au début, naturellement, quand je me suis abonné, j'étais quand même un petit peu suspect par rapport à tout ça, notamment par rapport à Warhammer TV, où franchement je n'assistais qu'à de mauvais échos. Ces mauvais échos, honnêtement, je ne suis pas vraiment d'accord avec eux. Moi, la partie Battle Report, honnêtement, c'est tout ce que je demande à des Battle Report. Et la partie série animée, oui, j'entends naturellement qu'il y ait beaucoup de défauts liés principalement à la technique et au budget. Mais honnêtement, c'est en train d'évoluer. Et si un jour ils nous sortent Astartes 2 sur cette plateforme-là, je pense que ce sera pour Game Workshop un argument de poids pour vendre de plus en plus d'abonnements. Donc je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ah putain, t'es chiant, tu nous dis encore que c'est bien, du coup on a envie de s'abonner et tout. Mais honnêtement, si ça avait été à chier, je me serais fait un plaisir de vous le dire aussi. Mais là, non. À vrai dire, non. Moi, je suis tout à fait satisfait de ce que m'offre ce petit abonnement à 50 balles par an. Tout comme j'avais été satisfait, par exemple, de l'offre des éditions Hachette. Idem, à l'époque, c'était quelque chose avec lequel j'avais souscrit un peu dans le doute, mais j'ai réussi à m'en contenter et maintenant j'en suis très heureux. Warhammer Plus, c'est un peu le même deal, quoi, pour bien moins cher cette fois, pour 50 € par an, mais honnêtement je suis satisfait de tout ça, c'est très sympathique. Donc néanmoins, espérons que Game Workshop fasse un jour le jeu de la vraie traduction en français. C'est quand même ambitieux, ne serait-ce que du côté du Vault. Honnêtement, vu le nombre de publications, c'est pas une mince affaire que de mettre tout ça en français. Est-ce que ça existe archivé numériquement, tout ça? Je ne sais pas trop. Donc pour l'instant, vous avez juste des sous-titres en français sur toute la partie série animée. Donc là, c'est très cool, ça nous permet d'avoir un visionnage assez confortable.
Mais c'est vrai que dans toute la partie interview, talk show, etc., là, ça manque quand même, y compris, par exemple, les Lore Masters. On aurait bien aimé avoir des sous-titres sur Lore Masters. Mais gageons que tout ceci évolue dans le temps. Donc voilà, c'était mon petit témoignage concernant Warhammer+. J'ai donné une chance à cette nouvelle formule et honnêtement, pour ma part, j'en suis plutôt très heureux. J'ai quand même passé de très bons moments sur cette plateforme-là. C'est pas quotidien, on va pas se mentir. Hein. Moi, du côté lore, naturellement, je privilégie largement les contenus YouTube un peu indépendants. Mais tout ça m'a quand même beaucoup plu. Et donc, si vous étiez en pleine hésitation, je ne puis que vous recommander de donner un essai à la chose. Donc, pour 1 an, on verra ce que vous en pensez. Naturellement, attendez la petite figurine. C'est quand même, voilà, hein, c'est un peu le joli hameçon, la jolie figurine. Hein. Si en plus la figurine vous plaît de ouf, franchement, bon, les 50 €, vous les oublierez bien assez vite. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette petite émission un petit peu légère, mais néanmoins, je n'ai pas le temps d'en préparer beaucoup des émissions. Donc, on va laisser place ces prochaines semaines à du contenu pas très ambitieux. On va pas se mentir, ma vie étant bien assez remplie comme ça en dehors du podcast. Je vous fais à tous de très gros bisous, les mecs. N'oubliez pas le Boarding Challenge, n'oubliez pas le Rural Hammerfest et n'oubliez pas de vous connecter sur les réseaux, sur Insta, Browser, Maxou, Painting, sur le Discord de Rural Hammer qui est le meilleur Discord de Wargame, toutes catégories confondues. Je vous invite à y aller boire un coup. Vous verrez, c'est un superbe bistrot où tout le monde est très sympa. Je vous fais à tous des très gros bisous. Portez-vous bien, bonne peinture et bon jeu. On se dit à plus tard les ruralistes. Ciao!